Bien. Donc, je pense que vous êtes depuis 13 ans des adeptes donc, de tout ce qui concerne la vie, la biologie et l'eau. Et donc, moi, je suis curieux aussi de mon côté. Je me suis plus intéressé à la cellule et à son fonctionnement, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé aussi de la cellule. Et la cellule, elle vit aussi avec de l'eau. Donc, je vais essayer de vous expliquer ma vision un petit peu du fonctionnement biologique grâce à l'eau et grâce aux nutriments aux nutriments essentiels que j'appelle les molécules de la vie. Voilà. Il y a quelques années, beaucoup de gens se sont excités. Vous voyez, il y a des publications, des revues grand public qui parlaient du quantique, la vie. Sur le plan biologique, c'était pas encore la médecine quantique dont on va essayer de parler un petit peu plus tard. Et là, c'est simplement pour expliquer les origines de la vie. Bon, vous avez dû lire ces articles à l'époque. La mémoire de l'eau, Benveniste, 87, 88, 89, je l'ai rencontré dans son labo, il travaillait avec ses Kobe, etc. Bon, belle période, mais bon, vous savez comme il a été critiqué. Bon, Montagnier a repris son équipe carrément, il cherche un peu de la même manière. C'est bien que Montagnier soit arrivé jusque-là, il est même venu à Figeac dans notre labo pour tester des autistes. Il avait émis l'hypothèse que l'autisme était une maladie infectieuse transmise à travers le placenta par la maman à l'enfant, et ça n'a pas marché. Il a mesuré les vibrations du sang des mamans, du sang des enfants, et il n'a pas pu le démontrer, il a abandonné cette piste, mais bon, j'ai vécu cet épisode avec lui, c'était intéressant. Lakowski, Pop, la lumière, tout ça, on vient d'en parler. Bon, la vie, tout le monde qui s'intéresse un petit peu à et qui est curieux, tout simplement, tout le monde sait qu'il y a des ondes qui nous entourent, des ondes telluriques, cosmiques. Personne ne le critique. Par contre, le monde médical n'a pas encore fait le pas de comprendre que la vie dans nos corps, d'humain ou d'animal ou de végétal, c'est aussi des phénomènes biophysiques qui se mêlent à des phénomènes biochimiques. Et moi, ma démonstration que je vais essayer de vous présenter, c'est l'interférence entre les deux. Mais c'est vrai que là aussi, il n'y a pas de critique. Tout le monde a souvenir du tsunami. Les animaux sont partis. Il n'y a que les humains qui avaient perdu cette capacité, peut-être parce qu'on a trop vite évolué. Il n'y a que les humains qui sont restés sur la plage, qui ont été noyés. Les chats, les chiens et autres, les rats, je ne sais plus, tous les animaux qui étaient par là ont fui bien avant. Les pigeons voyageurs, etc. Donc tous ces mécanismes-là, on les connaît. On sait aussi que la vie, tout ce que nous mangeons vient de rayonnements électromagnétiques solaires qui permettent à nos végétaux, à nos légumes de pousser avec de l'eau, du carbone et des oligoéléments. Il ne faut jamais oublier les oligoéléments qui sont dans le sol et qui permettent la catalyse enzymatique et les mécanismes biologiques de la vie. Tout ça, bon, donc personne ne peut renier, pardon, je reviens encore, la force énergétique de tout ce qui nous entoure, y compris pour faire la synthèse de la vitamine D, vous le savez tous, il faut aller se présenter au soleil régulièrement si on ne veut pas être en carence en vitamine D, cette fameuse vitamine qui aujourd'hui est la meilleure des vitamines, d'ailleurs on ne devrait même plus l'appeler vitamine, c'est une hormone qui est ubiquitaire, qui agit sur plusieurs de nos tissus. Pendant longtemps on pensait qu'elle n'avait qu'une action sur le squelette et sur le développement osseux. Aujourd'hui on sait qu'elle est nécessaire à l'immunité, donc dans les cancers, elle est nécessaire au système cardiovasculaire, elle est nécessaire à tous nos appareils pratiquement. Donc vitamine D, n'hésitez pas à aller au soleil. Alors bien sûr, le soleil est un ami pour transformer le cholestérol en vitamine D, mais c'est un ennemi également, et il ne faut pas en abuser parce qu'on a aussi le risque de faire des mélanomes, des cancers, et donc il ne faut pas les cramer au soleil. Moi je suis un Montpellierin, j'allais passer toutes mes vacances, bien longtemps, quand j'avais 8 ans, 10 ans, à Sète, au bord de la mer. Et ma tante, avec mon cousin et ma cousine, ne nous autorisait pas à aller à la plage avant 4 heures de l'après-midi. Ce qui fait 5 heures aujourd'hui, parce qu'on a encore gagné 1 heure. Et jamais on allait à la plage avant. Aujourd'hui, sur les plages, vous avez des nordistes, des belges, des hollandais, des suédois qui viennent le matin à 9 heures et qui restent jusqu'au soir à 19 heures à l'endroit, à l'envers, qui se crament au soleil. Donc le soleil est une bonne chose, mais prudence. Ensuite, la vie cellulaire, bien vous savez, nos petites cellules, on en a 20 000 milliards, entre 10 000 et 30 000 milliards dans notre organisme. Elles fonctionnent toutes avec un génome, c'est-à-dire
un ensemble de gènes à l'intérieur du noyau, et puis le cytoplasme et les membranes, et donc ces cellules, elles fonctionnent par information. C'est bien reconnu de tous les scientifiques, c'est un schéma très compliqué, ne regardez pas les détails. Il y a la membrane cellulaire, composée de phospholipides, mais au sein de cette membrane, il y a des centaines de récepteurs, des dizaines, des centaines, selon le type de cellule. Il est certain que la petite cellule de l'oreille gauche a moins de récepteurs que votre cellule hépatique ou rénale. Mais donc ces récepteurs, ce sont des protéines insérées dans les membranes et qui ont tous une fonction, c'est de recevoir une information. Et les biologistes traditionnels pensent qu'ils reçoivent des molécules. Et je vais essayer de vous démontrer qu'ils reçoivent aussi autre chose que des molécules. Et quand ce récepteur sur la membrane reçoit une information, il se déclenche ce qu'on appelle une voie de signalisation, où il y a une cascade de réactions enzymatiques qui s'enchaînent les unes derrière les autres, quelquefois plusieurs dizaines, pour arriver jusque sur la membrane nucléaire et pour entraîner à l'intérieur du noyau l'activation d'un gène qui va répondre aux besoins qui étaient manifestés par l'information qui est arrivée sur le récepteur membranaire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà. Donc, ces schémas chimiques que les chercheurs en biologie fondamentale sont encore adeptes de les présenter, de les étudier, les petits détails, etc., pour fabriquer des hormones, pour synthétiser des cytokines, pour synthétiser tout ce qui peut être synthétisé, des cheveux, de la peau, etc., etc. Tout passe par ce processus, information, selon un besoin, traversée du cytoplasme, action sur la membrane, un autre récepteur, la membrane nucléaire, et activation d'un gène spécifique qui va répondre aux besoins. Vous mangez du sucre, un bon dessert sucré, eh bien, on va synthétiser de l'insuline rapidement, dans la demi-heure, l'heure qui suit, parce que l'information venant du sucre va aller sur des récepteurs spécifiques dans certaines cellules du pancréas pour synthétiser de l'insuline. Voilà. Alors, justement, toutes ces réactions sur le plan chimique se font par catalyse enzymatique, c'est-à-dire avec la présence d'un oligoélément. Un oligoélément, c'est un minéral. Ce n'est pas tous les métaux du tableau de Mendeleïev, c'est quelques métaux, les métaux de transition en particulier, et quelques autres. Le sélénium n'est pas un métal de transition, mais c'est un excellent catalyseur, surtout pour l'enzyme glutathion peroxydase qui dénature les radicaux libres. Donc, le catalyseur, l'oligoélément, on verra comment ça fonctionne, va se positionner sur la protéine enzymatique pour enchaîner ces cascades de réactions. Et les oligoéléments, le zinc, le cuivre, le manganèse, le cobalt, etc., jouent ce rôle. Alors, moi je me pose des questions depuis longtemps. J'ai la chance de côtoyer beaucoup d'homéopathes, qui sont les premiers médecins curieux qui se sont intéressés à la nutrition. Il y a 20-25 ans, ça a démarré. Moi j'ai créé le labo il y a 25 ans, un peu plus. Et donc, ces gens-là font de l'homéopathie, je ne les critique pas, hein, ce sont des amis, mais ils ne se posent pas la question du fonctionnement subtil de l'homéopathie. Par contre, ils se posent plein de questions. Est-ce que je dois donner aconitum? Est-ce que je dois donner nux vomica? Etc., etc. Ils sont très bons dans leur métier. Mais c'est comme nous, on conduit notre voiture, on ne cherche pas comment elle marche. Hein. Les pistons, les bielles, les trucs, les machins, les bougies, il n'y en a plus, enfin j'en sais rien. Vous voyez, c'est un peu pareil, les homéopathes. Et moi, je voulais comprendre, j'ai essayé de me poser des questions. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais je me suis posé des questions sur ce fonctionnement. Donc, biologique, l'oligoélément, comment il va trouver son enzyme dans le nombre important de molécules qui sont présentes dans une cellule, plusieurs milliers. Comment les facteurs de transcription vont-ils atteindre la cible? Comment les cytokines vont-elles agir? Et effectivement, vous vous blessez, il y a quelques globules blancs qui viennent sur les lèvres de la plaie, ils vont libérer des cytokines et immédiatement, pour empêcher qu'il y ait une infection, il va y avoir une information à travers l'organisme pour attirer d'autres globules blancs en quantité, d'ailleurs c'est ce qui va former le pus, mais il y a une information, ces cytokines-là, pour moi, elles sont capables d'appeler les globules blancs, c'est pas obligatoire qu'elles aillent les chercher dans tous les recoins de l'organisme, donc il y a un appel qui se fait, il y a des messages probablement, voilà, c'est toutes les questions que je me posais. Donc, probablement, et puis vu tous les homéopathes, tous les gens qui travaillent dans l'énergétique que j'ai rencontrés, je me dis qu'il y a bien un rôle de la physique. Il n'y a pas que des réactions de molécule à molécule, des réactions chimiques qui peuvent expliquer ces phénomènes de la vie. Alors la cellule, c'est un peu, comparé sur ce schéma un peu grossier, c'est comme la place de la Concorde le 4 juillet. Il y a 10 000 personnes, vous avez rendez-vous avec un copain. À l'époque, quand on n'avait pas les téléphones portables dans la poche, eh bien, il fallait vraiment
comme la molécule qui va chercher son récepteur. Il fallait vraiment dire à votre copain, rendez-vous à côté du 3e platane, à partir de l'entrée côté Seine, je ne sais pas, enfin, il fallait vraiment être précis, sinon on ne le trouvait jamais. Hein. Je vous parle de quelques années quand on n'avait pas les téléphones. Et aujourd'hui, donc, on vient, avec les téléphones, on peut imaginer ce qui se passe dans la cellule. Il y a de l'information, où es-tu? Et on se trouve. Hein. Et là, les cellules, elles se trouvent, enfin, les molécules se trouvent, en tout cas, peuvent communiquer. Voilà, bon, là j'ai de la musique, je ne vais pas vous la passer, c'est question sur la vie. On a parlé aussi de tous ces rayonnements électromagnétiques. Effectivement, ça c'est un des thèmes importants que vous abordez ici. Effectivement, ici, là, dans cette salle, si on avait 25 téléviseurs, là, on aurait des chaînes d'Espagne, de France, toutes les chaînes, et on réglerait chaque téléviseur, chaque récepteur sur une chaîne, et on aurait 25 chaînes qui marcheraient en même temps. On n'a pas les téléviseurs, mais les rayonnements émis par le prestataire de service ou la chaîne sont là. Vous les recevez. En permanence, vous recevez TF1, Antenne 2, mais vous n'avez pas le récepteur. Et puis on s'en fout, il ne va pas interférer obligatoirement avec nos cellules, parce que ce n'est pas du tout des ondes analogues qui interfèrent. Je pense qu'il n'y a aucune interférence. Autre sujet dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est le problème des téléphones avec les antennes sur les toits. Autre chose, peut-être que là, il y a des rayonnements négatifs qui interfèrent, mais vous savez bien qu'ils se vantent de dire qu'il n'y a aucune preuve qu'il peut y avoir des effets toxiques à partir de ces rayonnements-là. Peut-être, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Qu'on mette un téléphone sans arrêt près de l'oreille, probablement que ça doit quand même chauffer les cellules. Que l'antenne sur le toit perturbe notre biologie cellulaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Orange, SFR nous disent que non. Vous pouvez dire oui, mais vous ne le savez pas. Honnêtement, personne ne le sait. On peut le suspecter, mais on ne le sait pas. Donc je suis en train de vous dire qu'il y a des rayonnements partout et qui ne sont pas tous négatifs. Il y en a probablement des négatifs, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Moi, je parle de ceux qui émettent nos propres cellules pour communiquer entre elles, pour fonctionner entre elles, pour que l'homéostasie, le génie de la vie, puisse s'exprimer. C'est autre chose. Alors, comment? J'ai mis en premier télépathie. Télépathie, ça peut peut-être exister, mais je vais vous poser une question. Écoutez bien, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 6 mois, 1 an, qui est à Paris, qui est à Rome, qui est au Brésil, et que cette personne vous appelle le lendemain ou le surlendemain? Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Levez la main, ceux à qui ça n'est jamais arrivé. Je ne regarde même pas, je sais que personne ne va lever la main. Ça fait à peu près 10 000 personnes à qui je pose la question, personne ne lève la main. Personne ne lève la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je pense à quelqu'un, probablement que j'émets des fréquences qui vont traverser jusqu'au Brésil, et que cette personne, mon copain, ma copine, va recevoir l'information. Et va lui donner envie, tiens, il faut que j'appelle Claude. Vous n'avez pas levé la main, vous n'êtes pas très nombreux. Je vous dis, j'ai posé cette question depuis 2010 que je commence à parler de ça. Personne n'a levé la main. Mais personne ne la lèvera jamais. Parce que c'est un phénomène, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est un phénomène que nous, sur le plan scientifique, que tout le monde peut observer. C'est important, parce que ça veut dire que notre cerveau, lorsqu'on pense à quelqu'un, est capable d'émettre des fréquences, parce que ce n'est pas le hasard, hein, je peux vous dire que ce n'est pas le hasard. Si c'était le hasard, il y aurait quelques personnes qui lèveraient la main, mais il y en aurait un certain pourcentage. Donc ce n'est pas le hasard. Mais ça veut dire qu'il y a une biologie physique qui n'est pas connue. On ne sait pas quels sont ce type d'ondes qui sont émises par nos cellules cérébrales. Par contre, vous pouvez penser à quelqu'un qui ne vous appelle pas. Ça nous est arrivé à tous. C'est pour ça que vous avez bien écouté ma question. Et j'ai dit, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé? Effectivement, vous pouvez penser à quelqu'un qui reçoit l'information et qui ne veut pas vous répondre parce que vous êtes peut-être fâché avec, ou voilà, ou pour diverses raisons. Ça peut aussi une personne qui ne reçoit pas l'information parce qu'elle est un peu vieillissante, un peu encrassée, comme disaient Jean Seignalé, un peu polluée, et ses cellules, ses récepteurs ont mal fonctionné. C'est possible, je ne sais pas, je vous dis tout ce qui est possible, il y a sûrement d'autres possibilités à analyser. Ce qui est certain, c'est que ça vous est arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc, une des hypothèses, c'est l'émission d'extremely low frequency, donc les fameuses ELF,
les fréquences, on vous en a parlé, Hervé en a parlé. Et là, il y a des recherches qui ont été faites depuis plusieurs années, une dizaine d'années. On a mis en évidence que ces très basses fréquences, certaines, sont capables d'activer les fameux récepteurs sur nos membranes cellulaires. Allez, là, c'est une référence de 2010, mais bon, vous trouverez ça pour les curieux. Et donc, d'activer un récepteur, et donc de déclencher l'activation des voies de signalisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par transfert d'électrons, par enchaînement de réactions enzymatiques, etc. Voilà. Donc ça existe. Mais on n'en a pas fait grand-chose. On a observé, on a analysé, il y a des labos qui cherchent un peu, il y a peu de crédit pour ça. Voilà, on a quand même mis en évidence des effets biologiques de ces ELF. Donc ça veut dire qu'il y a une action, une réception, une émission d'information, en tout cas une réception de cette information, et une réponse cellulaire avec une amélioration, quel que soit le désordre observé. Alors comment pourrait-on expliquer ces phénomènes dont je viens vous parler un petit peu? D'abord, la matière. La matière, c'est des molécules, vous le savez tous. Nous sommes composés de molécules, tout est composé de molécules. Et les molécules elles-mêmes sont composées d'atomes. L'atome, tout le monde sait, tous ceux qui sont dans la salle, je pense, puisque vous êtes des curieux et vous venez là depuis plusieurs années, il y a un noyau. Et ces atomes, ils ont des électrons qui sont liés à ce noyau. Puis les neutrons, les protons, les quarks, c'est à l'intérieur du noyau. Restons simplement sur la forme un peu ancienne, c'est-à-dire les électrons, le nuage électronique, lié à un noyau. On est toujours dans un atome, pour l'instant. Si on imagine que le noyau est un ballon de football, les électrons, donc chargés positivement, les électrons qui gravitent autour et qui sont liés à ce noyau peuvent être jusqu'à 40-50 km à l'échelle d'un ballon de football. C'est assez extraordinaire. Et ce noyau tourne sur lui-même, comme la planète Terre, notre planète qui tourne sur elle-même, tourne à une vitesse astronomique, c'est le cas de le dire, à 30 000 km à la seconde. Ce qui crée, ce qu'on appelle le spin, je crois, et ce qui crée un champ électromagnétique. Donc, un atome, mais qui n'est jamais à l'état atomique, puisque les molécules sont stables sous forme de molécules, un atome est capable d'émettre des champs électromagnétiques. Alors, les électrons dont je vous parlais qui sont liés à la charge positive du noyau sont reliés par ce qu'on appelle le quantum d'énergie. Tout ça, c'est des termes biophysiques. Hein. Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est des termes consacrés. Et c'est peut-être de là qu'est venu le terme médecine quantique, parce qu'on a pensé que cette énergie devait jouer un rôle dans la vie, dans l'amélioration qu'on observe quand on va voir un homéopathe, quand on va voir un thérapeute spécialisé en énergétique. Une cellule, c'est 1000 milliards d'atomes, vous vous rendez compte? Et un corps humain, n'en parlons pas, donc vous multipliez par le nombre de cellules. Et, avant d'aller plus loin dans les molécules, juste ce petit schéma pour vous montrer que la planète Terre fonctionne comme un atome. Elle tourne sur elle-même. Actuellement, regardez en bas, la rotation de la Terre sur elle-même, en 24 heures, elle fait 40 000 km, en 24 heures, à l'équateur, vous êtes d'accord? Ça correspond, ici, dans la région de Toulouse, à 1200-1300 km à l'heure. Donc actuellement, nous tournons à 1200 km à l'heure avec la planète. La nuit va arriver parce que ça tourne vite. Mais encore plus fort, la planète Terre, elle tourne autour du Soleil, et l'orbite est connue, à 106 000 km à l'heure. Vous vous rendez compte? On tourne là et on ne s'en rend pas compte, on est dans cette salle, on ne bouge pas depuis ce matin, et on tourne à 106 000 km à l'heure autour du Soleil. Nous, mais la table aussi, vous aussi, donc finalement on a l'impression de ne pas tourner. Voilà, c'est des chiffres impressionnants, mais c'est comme ça. Alors ce fameux atome, il est lié à d'autres atomes pour former des molécules, et on peut imaginer, et je pense que oui, que ça existe, je ne l'ai pas vérifié personnellement, c'est qu'une molécule, par définition, elle a sa propre signature, elle est composée d'un certain nombre d'atomes, et quand on parle de la molécule d'insuline, ou de la molécule de fer, ou la molécule d'eau, dont on parle beaucoup aussi, c'est des atomes réunis, hein, vous le savez. Donc, on peut imaginer que chaque molécule, en fonction de sa propre formule, émet un rayonnement électromagnétique propre à sa formule. Et cette émission électromagnétique,
justement, si ça se passe comme ça, c'est peut-être elle qui vient activer le récepteur. Ça veut dire qu'une molécule peut, à distance, activer un récepteur d'une cellule, comme vous voyez. Voilà. Donc chaque récepteur est spécifique d'une information venant d'une molécule. La molécule peut venir se fixer sur le récepteur, c'est ce que la plupart des biologistes fondamentaux pensent encore, très peu pensent à l'énergétique, mais justement on est en train tous ensemble, j'essaie de vous expliquer que je pense qu'il y a un autre mécanisme. Cet autre mécanisme, on peut le voir ici aussi, hein, donc une molécule qui dans une cellule a déclenché donc, la formation d'une deuxième molécule à partir du noyau, vous voyez. Enfin, je pourrais vous faire voir les schémas, mais vous comprenez. Et cette deuxième molécule, une hormone par exemple, est partie dans le sang pour arriver sur le récepteur qui va, en fin de course, répondre aux besoins. Je vous dis, on mange du sucre, il faut qu'on synthétise du sucre, on mange des protéines, il va falloir qu'on synthétise des protéases, etc., etc. Et on peut imaginer que les médecines énergétiques, que ce soit l'homéopathie, l'acupuncture, la morathérapie, la biorésonance, tous ces appareils maintenant qu'on a de biorésonance qui viennent de Russie, ou etc., vont, de la même manière, peut-être, simuler la même fréquence que certaines molécules, parce qu'on leur a mis en mémoire, parce que ça me dépasse, je ne suis pas fabricant d'appareillage, mais ce type de molécules dites énergétiques vont pouvoir agir sur le récepteur et déclencher la même réponse. Et pour moi, c'est ça la biologie, parce que s'il n'y a pas de récepteur, c'est même pas la peine de parler de rayonnement électromagnétique. C'est parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait une fin du rayonnement, un aboutissement sur un récepteur, pour que la vie, ou la réparation, ou le désordre biologique, ou la... Oui, c'est ça, c'est un désordre biologique, un désordre clinique qui se manifeste par des troubles, des souffrances, soit résolu. Parce qu'il faut répondre. Si on envoie des ondes dans tous les sens, s'il n'y a pas de récepteur, ça ne sert à rien. Donc il faut que la biochimie, avec le récepteur moléculaire, reçoive une information électromagnétique ou moléculaire. Biochimie, biophysique. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc il y a des ondes qui peuvent se perdre. Je pense qu'il y en a des milliards qui se perdent. Certaines qui sont donc des molécules qui vont agir sur le récepteur. Et quelquefois, ces molécules, si on les a préparées de certaine manière, si on a su les stabiliser, c'est un peu le génie de l'homéopathie, d'avoir fait la dilution, la succussion, qui est une dynamisation, vous le savez, je ne vais pas vous expliquer, hein, c'est l'agitation violente de chaque dilution à chaque étape qui permet cette succussion d'amplifier l'information et probablement de la figer dans la granule de sucre ou de lactose stockée dans les granules et l'information probablement risque d'aller sur le même récepteur. Alors pourquoi probablement? Parce que l'eau va jouer un rôle à mon avis. L'eau liée, je me rappelle d'un prof de Montpellier dans mes études il y a bien longtemps qui était un fanatique de l'eau liée. L'eau liée, c'est l'eau qui est fixée sur les molécules, dans notre cytoplasme, dans notre sang, dans nos tissus. Toutes les molécules ont une électroaffinité, positive ou négative, et attirent des molécules d'eau. Donc toute molécule sera entourée, selon sa puissance et sa force d'attraction, de 1, 2, 3, plusieurs couches de molécules d'eau qui viennent se fixer simplement par électroaffinité. Il y a l'eau libre, mais il y a l'eau liée. Et cette eau liée, à chaque molécule du vivant, à chaque protéine, à chaque hormone, à chaque phospholipide, etc., va pouvoir, bon là c'est la force des molécules d'eau, vous voyez, bon tout ça, il y en a énormément dans l'organisme. C'est dans ce sens que je dis que l'eau est importante, mais n'est pas suffisante pour la vie, il faut qu'il y ait autre chose. Donc, ces molécules d'eau vont se fixer sur ces protéines, qu'elles se fixent, comme on l'a vu tout à l'heure dans la journée, là, du côté négatif, du côté oxygène, moins, ou du côté positif, si la molécule est négative en sa périphérie. Hein. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il y aura toujours des molécules d'eau, autour de chaque molécule, une eau liée, une eau fixée, qui, probablement, encore une hypothèse, lors de la succussion, ces moules de molécules d'eau doivent se rompre, se détacher, mais pas se détruire complètement, c'est une hypothèse, et peuvent se substituer à la molécule. Vous voyez, par exemple, alors,
ici vous avez le récepteur avec la molécule qui vient informer, les molécules d'eau liées à la molécule, les molécules d'eau liées au récepteur. Donc c'est des molécules d'eau qui vont quand même rentrer en contact. Et lors de l'homéopathie et lors d'une préparation homéopathique, on a fait la succution, on a agité violemment, on a libéré des formes. Là j'ai fait celle-là, mais il peut y avoir d'autres petits débris de molécules d'eau qui ne serviront à rien. Mais là c'est les formes qui moulent la tête qui vient sur le récepteur. Et ce sont ces formes qui peut-être vont venir ici. Et encore, c'est une hypothèse, personne ne l'a démontré. Mais ça me convient en tout cas. Et voilà, il y en a qui peuvent aller plus loin pour le démontrer. Mais c'est une explication plausible en tout cas du fonctionnement homéopathique, parce que j'en vois pas d'autres. Donc, il faut que le récepteur reçoive une information. Sinon, l'homéopathie n'a aucun sens. Hein, si c'est des fréquences qu'on envoie comme ça, on envoie du nux vomica et ça va agir par une opération du Saint-Esprit. Non, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait des molécules. Et l'intérêt des plantes, d'ailleurs, j'en parle à propos, puis ça me vient à l'esprit, c'est que depuis la nuit des temps, il y a des plantes qui synthétisent des hormones végétales, qui ont des analogies avec des hormones, ou des cytokines, ou des molécules, disons, d'information, des médiateurs, qui ont des analogies avec ceux de l'humain. La vie est unique, hein, vous connaissez les théories évolutionnistes. Donc, il est probable que c'est l'explication. Soit c'est un récepteur que nous synthétisons nous-mêmes, un émetteur, pardon, une molécule qui va agir sur le récepteur, soit c'est par la dilution de nux vomica qu'on a une molécule analogue qu'on a amplifiée par la succution et qui va aller sur le même récepteur parce qu'il y a vraiment une similitude de structure. Voilà. Et donc là, dans ce schéma, l'information arrive ici. On peut imaginer aussi que carrément, à travers les membranes, on a la fréquence qui vient, qui n'est même pas présente, mais qui vibre ici, qui envoie son rayonnement, qui va agir sur le récepteur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un grand copain, pour le nommer Jean Marchandise, un homéopathe d'Auvergne, qui lui ne fait pas de l'homéopathie en granules, il fait de l'homéopathie sur des petits papiers buvards, il vous le met dans une poche plastique dans la poche, autour du cou. Et ça marche très bien, ça marche aussi bien, si ce n'est mieux que les granules. Donc vous avez sur vous l'information en permanence à partir du papier buvard. Donc c'est un peu le troisième cas, on n'a même plus besoin d'avoir peut-être l'information in situ, on a une information qui traverse la peau, qui traverse... Voilà. Alors c'est pas fini, ce que je veux vous dire. Si, on termine avec l'homéopathie. Ce qui m'a aussi chagriné pendant longtemps, c'est qu'il y a de nombreuses écoles d'homéopathie, et en fonction d'un malade donné, selon l'école qu'a suivi l'homéopathe, ou selon sa formation, son expérience, il ne va pas donner le même produit, mais il a quand même des résultats. Et puis il y a plusieurs écoles qui ont toutes les bons résultats, sinon on saurait qu'il n'y a que l'école ABCD qui est efficace, les autres ils racontent n'importe quoi. Ça veut dire que ces molécules végétales dont je viens de parler, elles sont partout. On peut se tromper de plante, pas totalement, et avoir quand même le résultat. On ne s'est pas trompé. C'est que l'expérience de cet homéopathe donne de belladonna, l'expérience de celui-là donne de l'aconite, il y a des molécules identiques dans l'aconite et belladonna. Mais celui qui est aconite, il va rester aconique. Non, non, il ne faut pas donner belladonna. Oui, enfin, ils vont tous trouver des petites explications, ils sont dans leur monde là, de discussion sympathique. Mais c'est important de savoir que les thérapeutes, d'une manière générale, ont des résultats, sinon ils n'ont plus de patients. Donc il faut qu'ils aient des résultats. Et ils peuvent se tromper. C'est pas vraiment une erreur, c'est leur expérience. Mais c'est pour pouvoir expliquer que les informations sont partout et peuvent être croisées. Alors, à ce stade de mon petit exposé, il faut qu'on parle quand même du mental. Je vous en ai parlé un petit peu, puisque quand je pense à quelqu'un et que cette personne me rappelle le lendemain, c'est qu'il s'est passé quelque chose proche du mental, en tout cas, dans notre système nerveux. Alors, on a beaucoup parlé, je vous l'ai dit, ça a été la mode depuis quelques années, mais pour moi c'est un terme pompeux, mais qui plaît aux gens, médecine quantique. Qu'est-ce que la médecine quantique? C'est de la médecine énergétique, vous l'avez en bas, hein. C'est toutes les médecines qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire l'homéopathie, l'ostéopathie, toutes les techniques, toutes les disciplines qui existent. Le magnétisme existe depuis plus longtemps encore, des gens utilisent les pierres précieuses, l'hypnose, la psychothérapie, etc. La musique, très important la musique, je vais vous en parler. Donc c'est une émission de fréquence, la musique. Hervé a parlé tout à l'heure de la lumière, oui aussi. Voilà, donc cette médecine quantique dont le terme est sympathique et peut plaire, c'est important que les mots plaisent. On peut revenir à l'homéopathie, c'est bien aussi.
C'est une médecine de l'information biophysique, vous êtes d'accord? Alors cette information biophysique, je vous ai dit il y a quelques instants que c'était des molécules qui vibrent, qui envoient des informations. Eh bien, au Moyen-Âge, même il y a 50 ans encore, dans nos campagnes aveyronaises, lorsqu'on avait fait un gros repas, une petite crise de foie, on prenait une feuille de chou, ou deux, sur le foie. Alors tout le monde dit c'est charlatanesque. Mais non, dans la feuille de chou, tout le monde sait qu'il y a des molécules soufrées, organiques, qui vibrent, et qui vont stimuler certains récepteurs de nos cellules hépatiques pour des toxines plus vite. C'est tout à fait cohérent. C'est de l'homéopathie ancestrale, on va dire, de bon sens, comment on dit, de bona fama, comment on dit, de réputation de mère en fille. Hein. Le rhume, la rhinite, eh bien, on coupait un oignon, on le mettait sur la table de nuit, et on s'endormait avec ces effluves. Alors, est-ce que ce sont les effluves? On sait que l'oignon fait pleurer. Si on en met la moitié sur la table de nuit, on va arrêter d'avoir le nez qui coule. C'est extraordinaire. C'est de l'homéopathie. C'est des mécanismes de ce type-là. Il y en a plein d'autres comme ça. Vous y réfléchirez. Je crois à la pomme de terre. Il se passe quelque chose aussi avec la pomme de terre que j'ai oublié. Enfin, etc. Donc, on ne peut pas rejeter ce que je suis en train de vous dire. La feuille de chou, elle a marché. J'ai connu d'ailleurs. Autre chose, tiens, dans les campagnes. Quand les enfants avaient des vers, on leur mettait un collier d'ail. Vous vous rappelez de ça? Collier d'ail. Mais le collier d'ail, vibration qui peut-être, probablement, faisait fuir les mamans oxyures qui ne supportaient pas ces fréquences-là et qui sortaient de la marginale et les petits. Et ça a été fait par des dizaines de milliers de familles. Oui, voilà. C'est pas une action chimique, c'est une action de bon sens. Intéressante, qu'il faudrait étudier et affiner. Alors, la médecine quantique, ça peut être tout simplement la méthode Coué aussi. Hein? Vous dites, mais je vais bien, je vais très bien. Demain, je serai encore mieux. Et je vais mieux qu'hier, mais demain, je serai encore mieux. Ça a été démontré, publié, etc. L'auto-persuasion existe. Donc, ça fait partie aussi de capacités mystérieuses de notre cerveau, capables de positiver et de faire disparaître des douleurs ou des désordres. D'accord? J'appelle ça l'autorésonance. On n'est pas en résonance, en biorésonance avec quelqu'un, on est en autorésonance. On est capable de s'envoyer des informations positives. Ce que font beaucoup de sportifs, hein, des gens qui mentalisent pour gagner, pour faire un exploit, voilà, ils s'entraînent mentalement pour le succès. Bon, je pense, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, il peut y avoir aussi la thérapie exogène. C'est quand un thérapeute a une influence sur vous. Moi, je suis persuadé que la plupart des bons thérapeutes sont des gens qui vous envoient l'intention de guérir. Ils sont peut-être eux-mêmes persuadés que ce qu'ils sont en train de vous prescrire, ça va vous faire du bien. S'ils en sont persuadés, la fréquence passe, leur persuasion, leur intention passe. Comme quand je vous disais tout à l'heure qu'on pense à quelqu'un qui nous téléphone. C'est très important. Si vous allez voir un thérapeute qui doute, qui cherche dans les bouquins, qui hésite, etc., vous ne serez pas motivé comme si vous allez voir un ostéopathe à 150 km à Carcassonne parce qu'on vous a dit, celui-là il est super, la salle d'attente est pleine, il y a 6 mois pour avoir un rendez-vous. Mais c'est évident que déjà vous êtes préparé vous-même, et en plus lui, s'il a une salle d'attente pleine, c'est qu'il a cette force d'intention, et que peut-être il ne le fait pas exprès. C'est dans sa façon de parler, sa façon de penser, qu'il va impacter sur vos récepteurs. Mais, donc la parole, la pensée, mais le produit, je ne suis pas contre, je viens de vous parler de l'homéopathie. Il peut être peut-être pas aussi fort mentalement que ce que je suis en train d'expliquer, mais il peut être un bon homéopathe, vous donner les bonnes granules, il vous a convaincu, il est très clair, net, vous allez prendre les granules et vous allez aller mieux. Donc le produit vibre aussi, est capable d'agir. Et puis il y a tous ces appareils modernes, maintenant, je sais pas, vous avez dû en découvrir les uns les autres, les physioscans, les éthioscans, les trucs, les machins, les Korotkov. Il y a plein d'appareils sur le marché qui ont sûrement, il faut être curieux. J'en ai connu quelques-uns, je continue à m'instruire. Voilà. Donc, c'est une vision, peut-être, ces deux approches, endogène ou exogène, de la médecine quantique. Alors, je pose la question, est-ce un effet placebo? Je m'en fous.
On s'en fout de l'effet placebo, qui fait tant plaisir aux médecins qui font des études randomisées, qui calculent. On s'en fout, l'essentiel c'est que le résultat soit bon. Mais le placebo, ça a l'air de vouloir dire, c'est rien, il n'y a pas d'action. Mais si, il y a une action, justement, quantique. Il y a une action de thérapie. La volonté du thérapeute de vous guérir, votre volonté de vous guérir. C'est plus important que n'importe quelle molécule chimique de Sanofi ou de n'importe quel autre labo. Voilà. Et puis aussi, dans cet exemple, dans ces types de raisonnement, on peut penser à Lourdes. À Lourdes, toujours, les gens, il y en a quelques-uns, des miracles à Lourdes, des gens qui se sont pointés, qui, avec leur chaise roulante, et qui sont repartis sur leurs deux pieds. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est extraordinaire. Comme il y a des cancers en totale rémission. La masse tumorale disparaît. Il y en a des publications. D'ailleurs, souvent, je connais des chirurgiens ou des médecins qui disent « Mais non, ce n'était pas un cancer, on a dû se tromper. » Vous voyez, là, ils ne peuvent pas imaginer que ces choses-là existent. Alors bon, voilà, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais la méditation est très importante. Hein, vous l'avez lu, il y a plein de bouquins là-dessus. C'est un moyen de déconnecter, de relaxer ses pensées. Voilà, l'état modifié de conscience, l'hypnose, le phosphène. La cohérence cardiaque, je ne l'ai pas mis là, vous voyez, parce que c'est un peu vieux mon schéma. Cohérence cardiaque, rappelez-vous, notez ceux qui ont des papiers, allez voir les sites. Cohérence cardiaque, c'est génial pour faire de la relaxation et mettre son corps au repos. Et là, de la même manière, on peut imaginer que, donc, dans un certain état psycho-émotionnel, un patient qui est allé à Lourdes, il s'est motivé, et puis c'est son cerveau qui agit directement sur le récepteur par un intermédiaire de ses pensées. Je ne sais pas comment ça se passe, hein. C'est comme quand je pense à mon ami au Brésil qui m'appelle, ça paraît extraordinaire, mais c'est un peu là, ou qui m'écrit un mail, et voilà, peut-être que là, en interne, il y a un effet direct sur les récepteurs, comme il peut y avoir aussi des étapes intermédiaires. Et si vous voulez, je vais vous raconter un exemple. D'abord, je vais essayer de voir si ça marche. J'ai mis une petite musique là, on va voir si ça marche. Je ne sais pas si la sono va marcher. C'est très joli, c'est Concerto pour violon de Mendelssohn. Ça démarre de façon particulière, c'est émouvant. Et ce morceau-là, moi j'écoute, je roule beaucoup. Un jour j'étais en Suisse et j'écoute à la radio suisse un grand alpiniste qui est tombé dans une crevasse, qui s'est broyé les jambes et qui pendant 6 mois, 1 an, en rééducation, ne pouvait pas récupérer l'usage de ses jambes. Il faisait des efforts, il a fait tout ce qu'on peut imaginer. Et puis un jour, il écoute ce morceau, et ce morceau lui a parlé, tac, et il s'est mis à l'écouter régulièrement. Et il a doublé ses efforts, et il a récupéré sa marche. Oui. Donc la volonté, la musique, l'information, je pense que dans ce cas précis, cette musique-là n'a pas agi sur les récepteurs de sa jambe broyée. Je pense que plutôt la musique a agi sur sa volonté de guérir, sur sa sécrétion de sérotonine, qui est une hormone de sérénité, et de dopamine aussi pour avoir envie de le faire, et de sérotonine pour ne plus douter, pour ne plus voilà, pour passer le cap. Voilà. Et donc c'est dommage, voilà. Et alors cette sérotonine, vous voyez, on pense, imaginez que vous êtes là, au lieu d'être dans cette salle, imaginez que vous êtes au bord de la plage, en Catalogne, ou tout simplement au bord de la Méditerranée, qu'il fait beau comme aujourd'hui, que vous avez plus de soucis, vous êtes bien. Bien vous sécrétez de la sérotonine. En plus, si vous écoutez ces deux musiques-là, voilà, vous êtes bien. Donc ça veut dire que la musique ambiance, l'état d'esprit dans lequel on est, nous fait sécréter des molécules. C'est vérifié même par des prises de sang, que les personnes dans cet état-là ont telle molécule. Par contre, quand elles sont en colère, on fait une prise de sang, on va trouver de l'adrénaline. Vous voyez ? Voilà. Donc on est capable, par nos pensées, par nos comportements, de synthétiser des molécules à partir de certaines
des cellules spécifiques pour les synthétiser, bien sûr. Et pour que ça fonctionne bien, vous voyez l'information, les pensées positives, relaxantes, cérébrales, elles vont jusqu'à la cellule qui est apte à le faire, elles vont agir sur un acide aminé, le tryptophane, et là on n'est plus dans les fréquences électromagnétiques, qui lui-même, avec des cofacteurs, des réactions enzymatiques, va être transformé en une molécule intermédiaire, le 5-HTP, et puis transformé en sérotonine. Et c'est ce neuromédiateur qui va nous rendre sereins. Donc à partir d'une pensée, parce qu'on est au bord de la plage, qu'on a déconnecté, on va être capable de synthétiser de la sérotonine. C'est assez extraordinaire, oui. Mais c'est logique. Voilà comment fonctionne une enzyme, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, une protéine enzymatique qui vient d'un gène qui va modifier un substrat, c'est-à-dire un métabolite de molécules que nous avons mangées, un métabolite de quelles que soient les molécules qu'on ait mangées, des acides gras essentiels, des bonnes huiles, donc de bonnes protéines, et voilà, dans une transformation, grâce à un oligoélément qui va lancer cette réaction de modification chimique. L'oligoélément, vous voyez, ce soir je vais rentrer à Figeac, ma voiture n'est pas en panne, j'ai ma clé. Si je perds ma clé tout à l'heure, je ne rentre pas. Ce n'est pas parce que ma voiture est en panne, c'est parce que je n'ai pas la clé. C'est parce qu'il n'y a pas l'oligoélément qui va déclencher la réaction enzymatique. Vous voyez ? C'est la même chose. L'oligoélément, c'est comme la clé de la voiture, qui va échanger un électron au niveau du site actif de la protéine enzymatique pour déclencher la réaction. Et ça se passe comme ça, et là il faut de l'eau, parce que l'oligoélément il est sous forme ionique, si c'est du zinc, il est entouré de molécules d'eau, il vient se positionner donc sur le site actif qui lui-même est entouré de molécules d'eau, et puis cet oligoélément il est sous forme activée, c'est des couches d'électrons particulières qui ont été activées, les couches 3D, et il va relarguer un peu d'énergie pour lancer donc la réaction enzymatique. Parce qu'il est sous forme ionique, entouré de molécules d'eau. Sinon, il ne pourrait pas fonctionner. Voilà, bon, c'est comme ça que ça se passe, la synthèse de la sérotonine. On ne va pas trop rentrer dans la chimie. Je vais plutôt vous laisser me poser des questions, si vous voulez. On n'a pas tout à fait fini. Moi, je suis un spécialiste, on va dire, depuis 25 ans des oligoéléments, parce que j'en ai dosé des milliers au laboratoire d'analyse. Puis après, j'en ai préparé à boire, que j'ai proposé à des milliers de patients. Voilà. Et souvent, je me suis fait critiquer en me disant « Mais les carences en oligoéléments, il en faut tellement peu, monsieur Lagarde. » Il n'y a pas de carence en oligoéléments. Et si, il y a des carences. Des carences d'apport, avec notre industrie agroalimentaire qui active la culture des tomates. On ne leur laisse même pas le temps de mûrir, avec l'appauvrissement des sols, etc., etc. Donc là, les carences d'apport existent. Les carences d'absorption, très importantes. Si on a un tube digestif qui ne les absorbe pas, vous avez beau manger des oligoéléments, si vous ne les absorbez pas, parce que vous avez une muqueuse enflammée, etc., etc. Il y a des compétitions, s'il y a trop de calcium, on n'absorbe pas le magnésium, s'il y a trop de cuivre, on n'absorbe pas le zinc, donc il y a encore ça. Il y a des antagonismes, alors, avec les métaux lourds, le mercure, le plomb, le cadmium, etc. Il y a des fuites, le terrain acide, lorsqu'on mange trop de protéines et qu'on s'acidifie, on est condamné à s'acidifier. La vie nous acidifie. Mais si on mange de façon équilibrée avec des légumes, des légumineuses, on va emporter des bases et les acides que l'on génère vont se neutraliser et ça va. Et si on ne mange pas, et on n'en mange plus, qui a mangé des lentilles de cette semaine, des petits pois ou des pois cassés? Ah, c'est bien, bravo. Voilà. Donc on apporte des légumineuses qui apportent des bases et qui vont permettre de neutraliser les excédents, les résidus acides liés aux protéines. Mais il faut manger des protéines, on est obligé de s'acidifier en mangeant des protéines, parce qu'il nous faut des protéines, mais il faut des bases pour neutraliser les protéines. Donc, si on est trop acide et qu'il n'y a pas de base, les acides vont fuir par les urines ou par la peau, on a la peau, la sueur très acide, etc. Voilà. Ensuite, il y a des périodes quand on est stressé, quand on est en convalescence, quand on est en croissance, où on consomme plus de minéraux, la machinerie cellulaire est plus active, et donc c'est une circonstance où on a des besoins accrus. Il y a un autre problème, c'est les conservateurs. Les conservateurs que vous avez dans les boîtes de conserve, ou dans les petits biscuits, les petits lus ou autres, il y a toujours des conservateurs. Ces conservateurs, ce ne sont pas des molécules toxiques, ils sont autorisés par la répression des fraudes, par l'administration en général. Mais ce sont des molécules qui chélatent, c'est-à-dire qui piègent l'oligoélément, et qui ne le relarguent plus. Donc vous mangez de bons légumes qui apportent du zinc, du cuivre, du manganèse, du magnésium, mais en même temps vous mangez un plat, un plat dans une boîte de conserve, des cassoulets, voilà, bourré de conservateurs, parce qu'il y en a, oui. Eh bien, il va y avoir déjà dans le tube digestif
donc un piégeage, une chélation de tous ces minéraux qui seraient bons s'ils étaient absorbés et utilisés dans nos tissus. Mais ils sont piégés et ils vont être éliminés par le tractus digestif. Donc, c'est un problème important, c'est chélateur, il faut y penser, c'est conservateur. Et il y en a beaucoup, vous regarderez, on est prudent maintenant, on regarde les étiquettes. Et puis il y a aussi donc des phénomènes de pollution multiples qui empêchent les récepteurs cellulaires parce qu'il y a des récepteurs au niveau des cellules, je vous ai dit, puis il y a des récepteurs dans le tube digestif pour absorber le zinc, le cuivre, le magnésium. Et s'il y a des toxiques là, dans nos aliments, on va avoir les récepteurs qui sont peut-être mal élaborés ou qui sont saturés, enfin, etc. Il y a toute une série de processus chimiques qui perturbent, disons, la bonne utilisation des oligo-éléments. Bon, là, je passe. Les molécules de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure, elles sont indispensables. Bien sûr qu'on a besoin d'informations, c'est le génie de la vie, cette information, ces cellules, ces 20 000 milliards de cellules. Mais il y a des molécules que nécessairement nous devons manger, parce qu'on ne peut pas les synthétiser. On peut synthétiser des quantités de choses grâce à nos gènes, mais il y a d'autres molécules qu'il faut apporter. Les oligo-éléments pour catalyser les réactions enzymatiques, les vitamines B, les acides gras polyinsaturés, on a parlé de Kouzmine tout à l'heure, Catherine Kouzmine que j'ai connue, elle s'est battue toute sa vie pour qu'on prenne des huiles première pression à froid, des huiles de lin, des huiles de colza, à l'époque elle ne parlait pas trop du colza, elle parlait du tournesol ou du lin. Maintenant il y a des très bonnes huiles, vous les connaissez, l'huile de noix, c'est peut-être la plus équilibrée de toutes, il faut l'aimer. Alors que l'huile d'olive n'apporte que de l'acide oléique et pas les acides gras polyinsaturés essentiels. Mais il faut de l'huile d'olive pour ses antioxydants. Quand elle est verte, qu'elle est très, très forte, c'est la meilleure. Elle va protéger vos cellules de l'oxydation. Acides aminés essentiels, antioxydants et fibres. Notre organisme, Jean-Yves doit connaître dans le monde vétérinaire, les tubes digestifs sont différents chez les vaches, les chevaux, les chiens, les chats. Nous, notre tube digestif, avec notre côlon, nécessite que nous consommions des fibres. Alors, il faut mastiquer. Il faut que ces fibres soient déjà pré-broyées, mais il faut manger des fibres, 30 à 40 grammes par jour. Peu de gens le mangent, cette quantité-là. Pensez que les fibres, c'est aussi important que les vitamines ou les oligo-éléments pour avoir un transit régulier. Et comme disait Kouzmine, nos matières fécales doivent être émises moulées, luisantes et sans odeur. Moulées, luisantes, sans odeur. C'est difficile d'y arriver avec le monde moderne. Mais ça devrait être ça l'idéal. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Donc pour moi, pour qu'une cellule fonctionne bien, qu'elle réponde à toutes ces informations multiples, moléculaires ou électromagnétiques, ou tout ce qu'on peut imaginer, je pense qu'il faut que la cellule soit fonctionnelle, qu'elle soit nettoyée. Signaler, pour ceux qui connaissent, a fait un gros livre comme ça, c'est un copain, et il parlait de maladie d'encrassage. D'ailleurs, le cancer, je peux vous en parler dans les questions tout à l'heure, est une maladie d'encrassage. Et effectivement, si on a des déchets métabolites partout dans l'organisme, des déchets, on est encrassé. Et les récepteurs fonctionnent mal, et la vie fonctionne mal. Si en plus il y a des carences parce qu'on a mal mangé, si on a eu des conservateurs qui ont chélaté, la mécanique marche mal. On est encrassé, on est carencé. Alors là, c'est la cata, et c'est là qu'on fait des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives, des processus cancéreux, etc. Voilà. Donc, pollution électromagnétique, téléphone, ondes, pensées négatives, stress, bien sûr, les perversions viennent amplifier un terrain qui est déjà perturbé. Vous voyez, c'est un peu le phénomène dont on parlait avec Jean-Yves. Lorsqu'on prend des toxiques, on va dire, tiens, cette dose est toxique, et au-dessous, on ne pense pas. Mais si on prend à une dose inférieure, celui-ci, c'est l'accumulation qui va donner une résultante catastrophique. Et si on fait des analyses bêtes et méchantes, on dit, on n'est jamais dans des doses dangereuses, vous voyez. Donc ça, c'est très important. C'est lorsque c'est plus multifactoriel. Voilà, le mot qu'on emploie, c'est multifactoriel. Le cancer, c'est une maladie multifactorielle. On s'encrasse, on se pollue, on se fragilise, etc., etc. Je vais vous en parler. Voilà. Donc ce qu'on appelle, nous, la NCA au labo, c'est la nutrition cellulaire active. C'est faire en sorte qu'il y ait une bonne réception des molécules, une bonne réception des ondes électromagnétiques et qu'il y ait une propre autorégulation. Voilà. Voilà, j'avais conclu avec ça. Voltaire avait dit, il est difficile de découvrir de nouvelles vérités et de les faire accepter. Ça, tout le monde peut le dire. Par contre, la deuxième phrase est plus jolie. L'absence d'évidence ne veut pas dire qu'il y a une évidence d'absence. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour bien comprendre les mécanismes de la vie. On fait beaucoup de progrès. Moi, depuis 25 ans, depuis mes études, j'ai appris des choses extraordinaires. Mais on sait peut-être que 5 ou 10% de tout ce qu'il y a à savoir, et peut-être qu'on ne le saura jamais. Voilà, je vous remercie. Oui. Juste pour